Bonjour à tous et bienvenue dans ce 13h, vendredi 30 décembre. Voici les titres. Affaires étrangères. Les agents de ce département ministériel ont procédé hier à une mise au point sur la grève de la faim initiée il y a quelques jours. Et puis, déraillement de train après l'éboulement survenu tout au long du tronçon. Le gouvernement met en place des mesures d'urgence pour sauver les fêtes de fin d'année. Enfin, Brésil, le monde du football en deuil. Le légendaire roi Pelé est décédé hier à Sao Paulo à l'âge de 82 ans. Vous le verrez dans ce journal. Une fois de plus, bienvenue. En ouverture, point de presse des agents du ministère des Affaires étrangères hier. Objectif, faire le bilan après le lancement officiel d'un mouvement de grève de la faim. Jessica Ondjoa, reportage. Aux affaires étrangères, tout ou presque tout va mal. C'est pourquoi le syndicat a tenu à s'exprimer au sein de l'institution de tutelle, 3 jours après la prise de décision d'entamer une grève de la faim. C'est avec effroi que j'ai constaté le cynisme, l'humanisme et la haine qu'incarne le ministre Adamou, capable d'en finir avec un diplomate rabaissé à observer une grève de la faim au lieu de solutionner un tant soit peu les problèmes évidents de son département. Je saisis cette occasion pour lui rappeler que le fondement de l'État est basé sur le contrat social, qui est une entreprise normative qui légitime le pouvoir de l'État de droit. Empêchant par exemple d'enchaîner un homme à un autre comme esclave. Le ministère des Affaires étrangères étant le bras séculier de la présidence de la République, peut-on penser que le chef de l'État soit indifférent aux difficultés que rencontrent actuellement les diplomates gabonais? Le ministre des Affaires étrangères, Michael Moussa Adamo, serait-il fermé au dialogue et autres mesures pouvant faire avancer les revendications? La question vaut son pesant d'or au regard du prolongement de la grève. Comment imaginer que les prérogatives du Premier ministre soient en deçà de l'arrogance du ministre des Affaires étrangères? Selon le roi Salomon, le vrai leader ne consiste pas à se servir, mais à servir son entreprise, ses salariés, ses clients, au bout du compte, à servir Dieu. Si vous y parvenez, cela signifie que vous avez réussi à devenir un leader, c'est-à-dire quelqu'un qui est digne qu'on le suive. Face à l'indifférence du gouvernement par rapport à la crise que traverse le ministère des Affaires étrangères, le syndicat continuera à mener des actions d'envergure pour se faire entendre. Le point de presse des agents grévistes est une fois de plus une manière d'interpeller les membres du gouvernement en général sur le malaise qui se vit au sein de l'institution des diplomates. Et puis, assemblée générale hier du syndicat national des professionnels des eaux et forêts. Objectif, faire le bilan de leurs revendications pour le compte de l'année qui s'achève et annoncer les différentes perspectives. Estelle Mvam, reportage. En fin 2021, le syndicat national des professionnels des eaux et forêts suspendait son mouvement de grève générale illimitée pour laisser place au dialogue social avec la tutelle. Un an après, le SINAPEF a déploré l'absence de la tenue des réunions techniques pour la mise en œuvre du protocole d'accord signé en 2020. Une accalmie de 12 mois perdue et non mise à profit pour s'employer à l'effectivité des engagements pris. Engagements restés jusqu'à ce jour au stade embryonnaire des intentions. Ce diagnostic de l'année 2022 du syndicat a également permis de mettre en relief les nombreux dysfonctionnements dans la gestion du département ministériel, en l'occurrence la suspension arbitraire et sans motif de fonction de 3 responsables administratifs, la suspension des primes à plus de 200 agents en violation des textes réglementaires. Nous sommes assez surpris que malgré ces efforts faits par le gouvernement pour donner suite à une des revendications principales des administrés du ministère des Eaux et Forêts,
la tutelle ne puisse pas accompagner cela par une répartition juste et équitable à hauteur des recettes engrangées par le département. Donc nous attendons que les plus hautes autorités de l'État puissent rappeler à l'ordre tout simplement la tutelle. Également laissé pour compte, selon le syndicat, les victimes du conflit homme-faune dont le nombre de plaintes enregistrées s'élève à plus de 12 000 depuis 2016. Sans la bonne gouvernance, les efforts produits pour s'attirer les subventions internationales ne peuvent avoir aucune incidence améliorative sur la qualité de vie des populations. L'année 2023 s'annonce donc mouvementée du côté du ministère des Eaux et Forêts avec en perspective des démarches du SINAPEF auprès des institutions de la République dès le premier trimestre. Au pire, une paralysie totale des activités du ministère est annoncée dès janvier 2023. Et puis, le gouvernement gabonais annonce la mise en place d'un plan d'urgence pour réhabiliter l'axe routier Koumameyan, Boué et Alembe-Lopé. Objectif, permettre aux populations de relier l'intérieur du pays depuis l'éboulement du chemin de fer. Reportage Maya Meza. Après l'éboulement de la voie ferrée entre les gares de Lofoué et Boué, qui a conduit à l'interruption du trafic ferroviaire, le gouvernement gabonais, sur l'instruction du Premier ministre Rose Christiane Osukara Ponda, a mis en place une cellule de crise. Conscient du caractère transversal de la question, une cellule de crise a immédiatement été constituée. Elle comprend, outre les membres du gouvernement concernés au premier chef, les responsables de l'autorité de régulation des transports ferroviaires, l'ARTEF, le directeur général de la société d'exploitation du chemin de fer transgabonais, la CETRAG, et de nombreux experts retenus au regard de la pluridisciplinarité des sujets à traiter. Instruction ainsi donnée à la CETRAG pour prendre toutes les dispositions nécessaires pour stabiliser l'état du site endommagé. Nous avons demandé à la CETRAG d'engager sans délai les travaux de génie civil visant à stabiliser l'état du site fortement dégradé en se faisant assister des experts en matière de topographie et de géotechnique. Selon les membres du gouvernement, pour faire face à ce désagrément, la route est la solution immédiate. Le ministère en charge des travaux publics a été instruit par Madame le Premier ministre de prendre toutes les dispositions utiles afin d'engager les travaux curatifs sur les tronçons routiers donnant accès aux localités présentant des risques d'enclavement du fait de la rupture du trafic ferroviaire. Et les voies qui sont concernées et qui pourraient servir à désengorger les zones affectées par cette interruption ont déjà fait l'objet d'une appréciation objective, technique, et nous disposons aujourd'hui de la consistance des travaux à réaliser sur chaque tronçon qui concerne ces voies-là, ces axes routiers, et les coûts qui sont nécessaires justement pour les réhabiliter. La réhabilitation des voies routières permettra l'écoulement de produits et le déplacement des populations pour éviter les situations de blocage. Et puis, si le nom de votre enfant est mal écrit dans son acte de naissance, comment parvenir à la correction? Les réponses à cette question dans cet élément de Chimène Nindong. Un nom mal orthographié est une simple erreur matérielle. Cela signifie que celui-ci peut être rectifié sur le plan administratif. Cette rectification passe par une procédure bien déterminée. Lorsqu'il y a une erreur sur le nom qui est constatée, sur le nom de l'enfant, parce que l'acte est déjà sorti de la mairie et que la mairie n'a plus le droit de raturer l'acte ou d'en établir un autre, le parent se rend au greffe d'état civil du tribunal qui a compétence dans la circonscription où l'acte a été émis, et il notifie donc au tribunal l'erreur. Bien entendu, cette erreur est confirmée par l'officier d'état civil qui envoie également une correspondance au président du tribunal pour attester effectivement de cette erreur-là. Et là, le tribunal statue
Et lorsque le tribunal décide effectivement qu'il y a eu bel et bien une erreur sur l'orthographe, le tribunal ordonne la rectification de cette erreur par un jugement. Et donc ce jugement, une fois qu'il sort au tribunal, le parent ramène ce jugement à la mairie où l'acte a été établi et sur la base de ce jugement, le maire rectifie l'erreur. Soit par rectification d'erreurs matérielles, donc on met au verso de cet acte le nom avec l'orthographe exacte, soit lorsque c'est un jugement supplétif et qu'on nous demande de reprendre l'acte, on reprend l'acte avec bien entendu les références du jugement qui justifient le changement. Quel est le délai requis pour que ce cheminement puisse être pris en compte? À cette interrogation, Axel Jason Ayenoué, maire de la mairie de Plein Niger, communément appelée la mairie du bonheur, répond. Il n'y a pas de délai. À n'importe quel moment, même 10 ans après, le tribunal peut être saisi et le tribunal statue. Il n'y a pas de délai prévu par la loi. D'aucuns trouveront le processus long, mais c'est la procédure à suivre pour que les parents sortent de là satisfaits. Autre actualité à présent, les habitants du quartier Montalier dans le 6e arrondissement de Libreville peuvent désormais se réjouir au regard des travaux de réhabilitation de leur route longtemps dégradée. Les riverains saluent l'initiative du gouvernement. Jessica Andjoa. Les travaux de pavage à Montalier, quartier situé dans le 6e arrondissement de la commune de Libreville, s'effectuent depuis 2 mois environ. C'est sous un soleil ardent que la pose de pavés voit le jour. Elle apparaît comme un véritable soulagement pour les riverains. Effectivement, si on voit les pavés comme ça, forcément les sentiments sont positifs. Et très positifs. Hein. Bon, on attend qu'ils finissent parce qu'on ne sait jamais avec le Gabon. Puis vous commencez à s'arrêter là. Mais bon, comme il y a déjà les pavés, on espère que ça va continuer. Déplorable. Déplorable. Insupportable, je vais dire. Pour marcher ici, il fallait avoir au moins 2 à 3 paires de chaussures. Là, le pavé là, ça va vraiment beaucoup nous aider. Maintenant, en ce moment-là, ça se présente bien. Oui. Nous, on remercie. Une comme moi, j'ai remercié la société d'avoir travaillé comme ça. Cette route secondaire a longtemps été un mal. Aujourd'hui, bien qu'étant en cours de finition, les travaux présentent déjà un nouveau visage. C'est toujours aussi lent que la première fois qu'ils aient commencé. Jusque-là, ça n'avance presque pas. Mais en même temps, ça a beaucoup soulagé parce qu'on arrive à se déplacer un peu plus facilement qu'auparavant. C'était beaucoup plus délabré que là. Et aujourd'hui, certains habitants sont quand même un peu plus satisfaits par rapport à ça. Mais il y a beaucoup de bémols en même temps. Ils ont posé les pavés, il n'y a pas d'eau qui rentre, il n'y a pas ceci, il n'y a pas cela. Donc il y a pas mal de choses à revoir. Mais pour ce qui concerne les travaux de réhabilitation de la route, vraiment tout va quand même dans le bon sens. La route, l'un des problèmes majeurs est en passe de solution. Pour les habitants de ce quartier, les difficultés d'approvisionnement en eau potable posent également problème. Tenue hier d'une journée de consultation juridique gratuite organisée par le barreau du Gabon. C'était hier à l'auditorium de la maison de l'avocat situé derrière le tribunal de première instance de Libreville. Reportage Maya Meza. Organisé à l'occasion du 2e anniversaire de la prestation de serment de 32 avocats stagiaires enregistré le 29 décembre 2020, le barreau du Gabon a voulu par ce canal honorer ces jeunes avec l'aide des plus anciens. Ils doivent apprendre à donner des consultations parce que l'avocat n'est pas seulement l'avocat qui défend devant les juridictions en contentieux. L'avocat, c'est aussi celui qui conseille. Le premier rôle de l'avocat, c'est d'ailleurs même d'être un conseil. Et nos stagiaires doivent apprendre à être les conseils que leur métier exige. Des conseils auprès de la société. Les avocats du barreau du Gabon ont de ce pas apporté à la population, par le biais des stagiaires, les réponses adéquates aux différents problèmes juridiques auxquels ils sont confrontés au quotidien. Le justiciable
qui vient leur exposer son problème. Et lorsqu'il y a besoin, il nous interpelle pour que nous venions compléter le propos lorsque c'est nécessaire. Vous voyez, je suis entouré de membres du Conseil de l'Ordre, d'anciens avocats, inscrits au grand tableau depuis longtemps, et nous les accompagnons depuis ce matin, nous les assistons dans le cadre de ces consultations gratuites. Afin de remercier le public pour leur soutien lors de la soutenance et très satisfait du bon déroulement de cette première édition, Maître Jules Obion n'a pas hésité à exprimer sa joie. C'est une satisfaction pour le barreau du Gabon de voir que cette initiative de nos jeunes confrères et consoeurs rencontre un besoin social. Je puis vous assurer que depuis ce matin, ils s'en sortent plutôt très bien parce que nous avons discuté avec le public. Il ressort satisfait de la plupart des consultations. Donc le travail est fait correctement et encore une fois, nous vous remercions pour vous être déplacés nombreux, mais surtout ce public. Pour rendre publique la formation reçue par les différents formateurs, ces jeunes avocats stagiaires sont disposés à édifier le plus grand nombre sur les différentes préoccupations en ce temps où les juridictions sont fermées au grand public. Et puis, quelques jours après le naufrage d'une barge louée à la société Pécho par l'entreprise pétrolière Asola à Omboué dans le Goué maritime, des manœuvres sont en cours pour sortir le matériel des eaux. La société civile exige plus d'explications sur les réelles causes de l'incident. Reportage. L'incident de la barge de la compagnie Pécho avec à son bord 8 camions chargés de gravier met en évidence la problématique de la sécurité maritime dans la navigation intérieure au Gabon. Si le gouvernement a vite fait de mandater le ministre Patrick Mogama Daouda, natif de l'Ogue maritime, sur le lieu de l'incident, aucune communication officielle n'a été faite. Une démarche qui accentue le scepticisme de la société civile. On ne dira pas au gouvernement comment il faut travailler. On aurait bien voulu avoir des explications du ministre des Transports, notamment la marine marchande, la direction générale de la marine marchande, ou le ministre des Transports en charge de la marine marchande. On aurait dû avoir les explications du ministre de l'Environnement, donc du département de l'Environnement, ou un des responsables de l'environnement. Autre inquiétude, l'absence de communication auprès des populations environnantes. La première chose, c'était de réunir les populations autour du président du conseil départemental, autour du préfet, expliquer, et s'il n'y a pas le danger, dire qu'est-ce qu'il fallait faire. Tout ça, ça n'a pas été fait. Le doute demeure également sur la nature réelle de la marchandise transportée. Si le gouvernement voulait être transparent, c'était de présenter aux yeux du monde le manifeste. Le manifeste de transport est visé par la douane et la marine marchande, parce que tout ce qui est transporté, et deux fois, c'est autorisé sans taxe, parce que c'est la zone pétrolière, donc c'est des taux réduits, c'est des taxes, et la douane doit viser le manifeste. Selon le responsable logistique marine de Pécho, une défaillance technique des motopompes sera à l'origine de cet incident. Plus de peur que de mal, puisqu'aucune perte en vie humaine n'a été enregistrée. Au Mali, cette fois-ci détruit en août 2021 par des groupes terroristes armés, les ponts de Songo et Yawakonda ont été réhabilités dans le cadre d'un vaste projet financé par l'Organisation des Nations Unies multidimensionnelle intégrée, mission de stabilisation du Mali. Roland Djakou nous fait le point. La réhabilitation de ces infrastructures a pour ambition de mettre fin à l'enclavement des localités et permettra également la libre circulation de près de 2 500 000 personnes et des biens entre la région de Mopti et Bandiangara. Cet important corridor permettra également l'intersection entre le Mali et le Burkina. Cette route, la route nationale 15, relie 3 régions du Mali. Elle est également un corridor important en direction des pays voisins, pas seulement le Burkina, mais également les États côtiers. Comme vous le savez, le Mali est enclavé. C'est dire donc qu'elle revêt une importance économique énorme
Et une économie prospère est une base durable ou une base pour une paix durable. On ne peut pas parler de relèvement économique sans route, sans liberté de circulation, sans liberté de mouvement des biens et des services. La reconstruction du pont de Yawankanda a coûté près de 198 millions, celui de Songo près de 142 millions de francs CFA. Des fonds dégagés grâce à une contribution du Royaume de Suède au fonds d'affectation spéciale de la MINUSMA. C'est important pour le peuple malien et pour la stabilité et la paix dans ce pays. Et c'est pourquoi c'est important pour la Suède, parce que nous voulons y contribuer. Nous sommes également un partenaire de longue date du système des Nations Unies et un partenaire de longue date du Mali et de la population malienne. Et pour nous, dans une situation de crise, il est humblement naturel de soutenir le fonds fiduciaire de la MINUSMA, qui, en réalité, met en œuvre des projets à la demande de la population. Pour le gouverneur de la région de Bandiagara, la remise en service de ces deux ponts augmentera la résilience de la population et redynamiser l'économie locale. Ce pont doit être préservé pour la valeur humaine, pour le respect de la dignité humaine. En plus de la réhabilitation des ponts, le projet comprend également la construction d'un point d'eau ainsi que l'installation de lampadaires solaires et la plantation de 300 arbres. Une entreprise malienne locale a déjà réalisé la mise en œuvre du projet et créé 150 emplois. Et puis la légende de football brésilienne et mondiale, le roi Pelé, a tiré sa révérence ce jeudi 29 décembre 2022 à l'âge de 82 ans de suite d'un cancer. Le monde entier est très touché par cette disparition du numéro 10 de la Seleção et de Santos. Herman Malaga, reportage. Le roi est mort, vive le football. Edson Arantes do Nascimento, dit Pelé, la légende du football brésilien et mondial, est décédé ce jeudi 29 décembre 2022 d'un cancer du côlon à l'âge de 82 ans à l'hôpital Albert Einstein de Sao Paulo. Le natif de Três Corações, ville située entre Belo Horizonte, Sao Paulo et Rio de Janeiro, était fils d'un ancien footballeur amateur. La passion du football, la graine d'un footballeur et champion, en avant sur son temps, pour le roi Pelé semble venir de là. Celui qui a connu plusieurs clubs, entre autres Canto de Rio, Sao Paulinho, Barro AC et surtout le mythique club brésilien Santos, avec qui il a remporté 6 titres de champion et 2 Libertadores, est l'unique joueur à avoir remporté 3 fois une Coupe du Monde en 1958, 1962 et 1970. La première à 17 ans et 8 mois. Il a su écrire d'une marque indélébile l'histoire du football mondial et laisser un vide énorme au regard de multiples réactions dans le milieu sportif. 1958 est l'année de l'éclosion de la légende brésilienne. Forfait au début de ce mondial, c'est à partir des quarts que le légendaire numéro 10 de la Seleção et de Santos se fera remarquer avec le but victorieux contre le pays de Galles, 1-0. Un triplé en demi-finale face à la France pour une victoire, 5-2, et un doublé en finale contre la Suède pour une victoire, 5-2. Avant de récidiver en 1970 avec 4 buts marqués et 5 passes décisives, notamment avec une pour Carlos Alberto en finale contre l'Italie pour une victoire 4-1. Le roi Pelé était un joueur puissant, performant, doté d'une explosivité et spontanéité incroyables. Il est le seul joueur qui a su concilier football d'autrefois et moderne. Pour plusieurs, il aurait pu évoluer aux côtés de Cristiano Ronaldo ou Lionel Messi sans difficulté. La carrière de Pelé s'écrit à environ 1263 buts marqués pour 77 réalisations avec la Seleção, où à ce jour il est co-meilleur buteur avec Neymar Jr. Le président brésilien Jair Bolsonaro a décrété 3 jours de deuil national pour la légende brésilienne qui sera inhumée à Sao Paulo ce 3 janvier 2023. Adieu le roi Pelé, le seul qui a conquis les cœurs. Le roi est mort, vive le football. Et c'est la fin de cette édition. Merci de l'avoir suivi et excellente suite de programme sur TV+.